Ordinateur. Oui, bonjour à tous. Ce sont les ateliers de la praxis numéro 115, consacrés donc toujours à la lecture cursive collective du livre collectif lui aussi que viennent de publier les éditions Delga, L'essence pratique de l'homme, sous-titré L'approche par l'activité dans la philosophie soviétique tardive, et on lit le troisième article, hein, qui est un article de Sergueï Medansky, intitulé La réalité comme activité et deux points, le concept de la praxis dans la philosophie soviétique. Voilà, donc on avait commencé déjà, on a été arrivé voilà, dans la page 89-90, quoi. Donc on reprend d'abord en lecture et puis après on s'arrêtera un peu pour voir, pour voir ce qu'on a compris de tout ça, quoi. Donc, alors je recommence à lire, hein. L'abstraction primaire pratique est une expression de quelques propriétés, entre parenthèses quantitatives dans le cas des mathématiques, des choses au moyen de choses tout à fait différentes. Cette abstraction est une relation réelle entre les choses elles-mêmes. Le travail, l'activité productive des choses place les choses dans une telle relation. Et ce n'est qu'alors que cette relation peut devenir un objet de la pensée. La chose à travers laquelle les propriétés quantitatives d'autres choses sont exprimées remplit une fonction de norme, ou pour utiliser la langue du capital, d'équivalent. Dans ce standard, alors entre guillemets, là, c'est Naumenko qui parle, dans ce standard étalon, donc la forme existe en état de séparation véritable, pratique, et non seulement dans l'imagination. Ici, elle est isolée de fait de la chose même, elle apparaît objectivement, matériellement. Euh, La pratique, alors fermez les guillemets, la pratique de la mesure du calcul concerne les choses elles-mêmes, alors que la science et la théorie scientifique opèrent en substituant les normes aux choses. La science utilise les normes pour construire les modèles idéaux de la réalité, ce qui fait que les normes perdent leur caractère matériel initial. En économie, une évolution similaire se manifeste avec l'argent, qui est dématérialisé, libéré de tout lien avec l'utilité pratique ou valeur usage de leur matériel. L'argent est transformé en moyen papier d'échange et même en un moyen d'échange sans corps. En mathématiques, nombres et chiffres deviennent de telles normes idéales pures, point virgule, donc dans la langue, les sons et les lettres, et ainsi de suite. Voilà, on peut continuer un petit peu. Au fur et à mesure que les normes perdent leur matérialité, leur généalogie pratique tombe dans l'oubli. Une illusion émerge que l'argent, les mots et les nombres sont des entités indépendantes et auto-actives des formes pures et idées, dominant la matière. Pour la pensée théorique, arrachée à la pratique par la force de la division du travail, cette illusion est aussi naturelle que la perception du soleil en rotation autour de la tranquille Terre. Toutes deux sont les formes inversées objectives de la pensée, ou pour ainsi dire, les abstractions pratiquement fausses.
il ne s'agit pas de l'objet, mais du sujet avec son optique égocentrique qui se tient au centre de telles abstractions ptolémaïques. Voilà, peut-être qu'on peut s'arrêter un peu là. Voilà, donc là, il fait donc le parallèle hein, entre des sphères différentes, mais en fait auxquelles il applique les mêmes remarques. Hein. La sphère de l'argent, la sphère des mots et la sphère des nombres. Hein. Donc, voilà, tout étant finalement des abstractions, hein, des abstractions par rapport à la chose, quoi, hein, la chose, donc l'argent par rapport voilà, à la marchandise et les mots bah, par rapport à l'activité, hein, et les nombres aussi, hein, puisque voilà, les nombres, effectivement, eux aussi sont arrachés finalement à la pratique. Ça reste d'ailleurs dans le terme, par exemple, géométrie, hein, puisque là, géométrie, donc c'est la mesure de la Terre, hein, donc c'est à partir de là que finalement voilà, en partie au moins, sont sortis les nombres, les mathématiques, etc. Hein. Donc il applique ça à différentes sphères, hein. Euh, mais en dernière instance, la sphère d'où tout cela découle finalement, que ce soit l'argent, que ce soit les mots, que ce soit les nombres, c'est le travail et l'activité productive. Donc, où il dit le travail, l'activité productive des choses place les choses dans une telle relation. Donc, il parle de la relation donc d'abstraction. Et ce n'est qu'alors que cette relation peut devenir un objet de la pensée. C'est-à-dire que d'abord, les choses sont placées par le travail dans cette relation spécifique de cette abstraction mais pratique. Hein. Et c'est qu'ensuite que finalement, une fois que les choses se sont que ces abstractions finalement ont pris une certaine autonomie, que finalement elles sont finalement oubliées, quoi, que ce soit dans le cas de la science, que ce soit dans le cas du langage aussi, hein, donc que ce soit dans le cas euh, de l'argent, hein, donc la marchandise, voilà, avec la valeur d'usage, voilà, et puis après le capitalisme, hein, c'est argent, marchandise, argent, quoi. Donc on oublie, on oublie finalement la marchandise hein, qui a été produite, quoi, finalement, dans tout ça, quoi, hein. Donc c'est voilà, donc il pointe ça et il montre le fait que bah, on est dans ces cas-là dans une vision ptolémaïque des choses, hein, puisque on a oublié la pratique finalement, d'où découlent tous ces entités hein, qui sont. Il dit donc de ces entités, hein, parlant de l'argent, les mots, les nombres, ce sont des entités finalement, au final, hein, indépendantes et auto-actives. Et on a l'impression qu'elles dominent finalement la matière. Mais que finalement, tout ceci, ces impressions, etc., sont des abstractions pratiquement fausses, hein, puisqu'elles voilà, elles ont été inversées. Il parle de tout, que aussi bien le fait de la perception
voilà, du Soleil en rotation autour de la tranquille Terre, aussi bien que le fait que voilà, les entités telles que l'argent, les mots, les nombres soient indépendantes, sont les formes, il dit, les formes inversées objectives, hein, de la pensée, ou pour ainsi dire des abstractions pratiquement fausses. Voilà, ok, qu'il qu'il oppose sans doute aux abstractions pratiquement vraies, quoi, finalement, hein, parce que malgré tout, c'est comment quand il dit le travail, l'activité productive place les choses dans une telle relation, une relation d'abstraction, voilà, c'est un fait. Le problème, c'est qu'après, après coup, il y a autonomisation finalement de cette abstraction qui vient oublier ce dont elle est ce qui en est l'origine finalement. Je pense qu'on peut-être dire ça, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques au sujet de ce passage? Non, non, moi j'ai pas de remarque. Je trouve que c'est à la fois très clair et très juste ce qu'il dit, Ouais, semble. ouais, 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 bah oui, oui, oui. Alors continuons. Naumenko insistait que les abstractions pratiquement vraies n'expriment pas seulement la relation de la pensée à son objet, mais tout d'abord la relation de l'objet donné à lui-même, c'est-à-dire l'interrelation entre ces différents côtés, couches d'éléments. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, là, le- la relation de la pensée à son objet, c'est quelque chose qui vient au dernier moment. Mais en fait, il dit que finalement, c'est tout d'abord une relation de l'objet à lui-même, quoi. Finalement, c'est voilà, elle est déjà présente. Finalement, le sujet ne vient que voilà, que l'entériner, quoi, finalement, hein. C'est là la différence entre les abstractions pratiquement vraies et purement formelles. Alors, purement formelle, je pense, ça veut dire pratiquement fausse, quoi. Ces dernières, donc les purement formelles, c'est-à-dire les pratiquement fausses, ne saisissent que les corrélations externes entre les choses, les similarités et les différences de leurs propriétés et la relation des choses à un sujet externe. Ouais, ça, c'est qu'en fait, là, c'est l'optique du sujet, l'optique égocentrique, ptolémaïque du sujet qui est alors le fait de ces abstractions pratiquement fausses, quoi. C'est-à-dire que voilà, elles ne saisissent que par rapport à un sujet externe, quoi. Pas en interne. Pas l'interrelation des différents côtés de l'objet, quoi. En aucune façon ne touchent-elles leur nature intérieure ou substance. Voilà, les abstractions naturellement fausses ne touchent pas leur nature intérieure ou substance. Naumenko interprétait cette substance comme un sujet d'auto-formation. Alors donc c'est-à-dire qu'en fait ça se forme à l'intérieur même, avant même qu'il y ait la notion de pensée, quoi, d'après ce que je comprends, quoi. Alors il écrit, lui, Naumenko, par substance, l'on devrait comprendre une sous-strate capable de se mouvoir, de se donner, alors, de se donner, je pense que le se est important, une forme convenable au cours du processus de développement, de se donner la forme apparaît dans ce cas comme une structure de contenu.
en tant que mode d'existence historiquement déterminé et fini de la substance dans les conditions données. Ça fait penser aussi au truc de Kluskar quand il disait que la praxis était cause d'elle-même, quoi, finalement. Qu'il y avait qu'elle était là dans le fait qu'ils disent de se donner une forme convenable au cours du processus de développement. C'est-à-dire que, voilà, donc c'est un sujet d'auto-formation. Donc, auto-formation, il se forme lui-même, quoi. La même substance objective est elle-même un sujet de la pensée théorique qui ne dépend pas de l'optique du scientifique. Au contraire, ce sont nos optiques subjectives qui sont entièrement déterminées par la substance, par le véritable sujet d'étude. C'est-à-dire qu'en fait, là, le sujet, enfin celui qui croit effectivement avoir l'optique, voilà, que tout se passe par rapport à lui, en fait, c'est retourné, puisqu'il dit au contraire, ce sont nos optiques subjectives qui sont entièrement déterminées par la substance, par le véritable sujet d'étude. Elles expriment, alors là je pense que c'est nos optiques subjectives, elles expriment et fixent certains aspects, phénomènes et moments d'existence de la substance en tant que sujet. C'est-à-dire que le fait est que voilà, ça ne fait que fixer, exprimer les moments d'existence de la substance, qui, elle, est le véritable sujet, apparemment. Une erreur ne peut survenir que si l'on fait passer quelques-unes de ces projections abstraites pour l'essence de la matière. Voilà, on prend les abstractions pratiquement voilà, fausses pour une essence de la matière. Ou si quelqu'un, un relativiste par exemple, rejette l'existence même d'une telle essence, substance, sous-tendant toute affirmation subjective sur l'objet. Est-ce que vous avez des remarques? Moi, je décroche à partir de Nomenko insistait que les abstractions pratiquement vraies n'expriment pas seulement la relation de la pensée à son objet, mais tout d'abord la relation de l'objet donné à lui-même. Là, j'avoue qu'à Bah, partir de là, je ne comprends plus rien. Nomenko insistait que les abstractions pratiquement vraies n'expriment pas seulement la relation de la pensée à son objet. C'est-à-dire que, effectivement, c'est quelque chose si tu veux, à mon sens, hein, euh, qui est antérieur, si tu veux, à la pensée, quoi. Finalement, la pensée ne fait qu'entériner quelque chose qui est donc qui est des relations réelles, comment il dit, des relations réelles entre les choses elles-mêmes qui s'instaurent dans le processus pratique. C'est-à-dire que c'est un peu ce que je crois ce que dit Ilienkov avec la notion d'idéal, quoi. C'est-à-dire que finalement il y aurait quelque chose qui dans l'activité, dans la pratique, voilà, donc qui mettrait, qui susciterait une
la mise en place de relations réelles entre les choses elles-mêmes, dont finalement que la pensée ne viendrait en dernière instance entériner, quoi. Tu vois, j'ai l'impression que c'est ça. Parce que ensuite il te dit n'exprime pas seulement la relation de la pensée à son objet. Donc ça c'est vrai que la pensée elle va reprendre ça et donc elle l'exprimera aussi, euh, mais c'est plus fort que ça puisque c'était antérieur finalement quand il dit mais tout d'abord la relation de l'objet donné à lui-même, c'est-à-dire l'interrelation entre ces différents côtés, couches, éléments. C'est-à-dire que finalement, la pensée, elle vient simplement entériner quelque chose qui lui est antérieur, quoi. Que c'est déjà dans les relations entre les choses elles-mêmes que se produit, si tu veux, cette distillation se produit, quoi. Je comprends pas. Non, parce que je comprends jusqu'au paragraphe précédent, et non seulement je comprends, mais j'adhère à ce qu'il dit, à savoir que il dit deux choses en fait. Il dit, un, les abstractions mathématiques sont le résultat d'un travail, euh, le résultat d'une production Mm. euh, qui consiste euh, à quantifier le rapport entre des objets non pas pris au sens matériel forcément du terme, des valeurs, hein, euh, de manière à pouvoir agir dessus. Voilà. Mais C'est donc ça un se fait. moment d'un travail. Bien. Voilà. Et les mathématiques naissent de cela, se développent sur ce fondement, et en se développant, l'abstraction, la capacité, le pouvoir d'abstraction se développe aussi, devient important, et finalement, il donne l'impression de prendre son autonomie par rapport au réel et de devenir comme un cadre qui serait le cadre substantiel du réel. Voilà, c'est ça. Voilà. D'où d'où Platon et l'essence géométrique des êtres, l'essence géométrique des idées vraies, plus exactement. D'où avant lui, comment ils s'appelaient, oh, l'école grecque qui voyait dans les mathématiques le langage commun. Pythagore. Comment? Pythagore. Oui, les pythagoriciens, absolument, c'est à eux que je pensais. Là, on a cette manière d'interpréter, ou de plus exactement de sublimer l'outil mathématique à partir de l'autonomie qu'on lui accorde par rapport à la praxis. Ça conduit purement et simplement à un idéalisme. Là, je suis d'accord. Et à une oui, c'est ça, une illusion du caractère essentiel de l'abstraction tirée de la production de la forme, qui se dégage de la production de la forme. Bon, ça, je comprends. Après, il dit autre chose, il passe à un autre niveau, et d'une manière qui, à mon avis, est plus un saut qu'un continuum. Il dit, alors tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, les objets
sont dans une relation réelle entre eux ou avec eux-mêmes, Mhm. et que la mathématique ou l'abstraction, de toute façon l'économie c'est de la mathématique, hein, dans ce qu'on parle là, donc essentiellement la mathématique, la logique, la mathématique, euh, quand elle est employée à bon escient, quand elle est mise en œuvre à bon escient dans le travail, c'est-à-dire quand elle est vraie, quand c'est une abstraction vraie, elle nous permet d'atteindre l'essence de l'objet, Mhm. l'essence de cette interrelation. Bon. Là, moi, je ne comprends plus parce que, ou alors on le démontre, mais là, il y a un saut, il y a quelque chose qui est un saut dans le vide. Euh, D'abord, qu'est-ce qui se passe quand l'abstraction euh, tout d'un coup se dépasse elle-même, en quelque sorte le mouvement d'abstraction se reforme et invalide une abstraction antérieure valable. Ça ne veut pas dire pour autant que l'objet change de substance, bien évidemment. Et puis, qu'est-ce que c'est que cet objet qui est en relation avec lui-même? D'autant plus que là, Alors, il est en relation avec lui-même dans le cadre de l'activité, quoi, hein. dans le cadre de l'activité, l'objet il est en relation avec l'homme. Il est en relation avec lui-même. Comment veux-tu qu'un objet soit en relation avec lui-même? Enfin, Bah, alors, il faudrait affiner un peu cette notion d'objet, mais je ne vois pas bien ce que ça peut vouloir dire. Là, j'ai un tube de scotch, un rouleau de scotch. bah, Il a là, une un peu relation plus. avec lui-même. Oui, alors Il n'a d'essence peut-être, que non, dans peut-être. la valeur d'usage qu'il représente et Non, mais l'usage qu'il non, mais c'est. autorise, Alors, je c'est-à-dire crois dans le travail. il faudrait prendre pas avec lui-même, voilà, en tant que lui-même, un truc complètement inerte, mais dans le cadre d'une. Il le dit à la page d'avant, hein, donc cette abstraction est une relation réelle entre les choses elles-mêmes, c'est-à-dire entre les choses elles-mêmes, ça veut dire ton tube de scotch avec ta main, par exemple, qui la prend, quoi. Donc, ou avec, je sais pas, si tu veux le casser, le marteau qui va le casser, quoi. Donc, je pense que c'est inclus, si tu veux, dans une relation d'activité productrice, quoi. Je crois que c'est dans ce sens-là que finalement, c'est apprendre, quoi. C'est pas, de toute manière, sans activité, pas d'argent, pas de mots, pas de nombre, quoi, hein. Si tu n'as pas d'activité productive, c'est même pas la peine d'en parler, quoi. Bon, tu ne peux pas avoir de marchandises, tu ne peux pas avoir de pensée, tu ne peux pas avoir de mathématiques. Donc là, on est déjà dans le cadre d'une relation sociale, quoi, finalement, hein. Euh, Mais donc, quand il la dit la vérité, relation de l'objet donné à lui-même, pour moi je pense que là, la vérité, moi, je suis d'accord, je suis d'accord. Si j'ai bien compris ce que tu me dis, le, le, l'usage juste, bon, vrai de l'abstraction conduit à mettre en évidence des propriétés objectives de la réalité, dans le cadre de la pratique. dans le cadre de la pratique. Absolument. Euh, oui, mais cette mise en relation, elle s'opère précisément dans la pratique, c'est-à-dire dans l'activité humaine. Oui. Ce n'est pas une mise en relation interne à l'objet. Bah, si, parce que si tu veux, c'est quelque chose qui se fait à l'intérieur. C'est pour ça que j'avais marqué tu vois, Ça se fait, ça se fait. les pronoms réfléchis, tu vois, les pronoms. Donc, il emploie des pronoms réfléchis, se donner, à un moment donné, il parle d'auto-formation. euh, voilà, donc c'est quelque chose qui se, qui s'autoproduit finalement de l'intérieur, quoi. C'est-à-dire que, ou alors qu'on nous dise, ou alors il faut inventer voilà,
une entité transcendante, quoi, qui les produit. Qu'est-ce Parce qui que se là, il produit à part l'intérieur? par exemple, son bouquin, lui, machin, Naumenko, c'est le monisme. Donc, monisme, il n'y a qu'un seul, quoi, hein, comme principe de la logique dialectique. C'est-à-dire que finalement, le monisme, tu n'as qu'une seule substance, finalement, qui s'autoproduit de l'intérieur. Mais à cette phase-là, il n'y a pas de notion de pensée qui viendrait coiffer tout ça, quoi. C'est-à-dire que la pensée, elle arrive après coup, quoi. Et elle entérine finalement, elle entérine tout ça. Donc, dans le rapport de pratique, si tu veux, déjà, il y a toutes ces relations donc qu'il appelle abstraction pratiquement vraies, qui sont déjà là, quoi, et qui rendent compte de l'interrelation entre les différents côtés, différentes couches, éléments, non pas d'un seul objet par rapport à lui-même, mais d'objets entre eux, quoi. Enfin, d'objets dans le cadre de la pratique, quoi. Puisque c'est toujours voilà, un outil par rapport à. Je, C'est comme ça que je le comprends. Ou alors, j'avoue que pour ouais. moi, ce raisonnement, enfin, je crois que tu traduis ce qu'il dit correctement, hein. Ce raisonnement est à la fois compliqué et me semble restaurer une forme de, comment dire, de, de métaphysique de l'objet. Euh, pour moi, la relation qui est mise en exergue dans le travail scientifique, par exemple. Bon, je suis physicien, je travaille sur des mouvements orbitaux à très grande échelle. Bon. Alors, on peut toujours dire que si je mets en évidence cette relation, équation mathématique qui va traduire un mouvement orbital, c'est parce qu'elle existe objectivement. Mais il n'empêche qu'elle n'est relation que dans le rapport au physicien qui l'énonce. Elle n'est pas relation, l'objet, il est ce qu'il est, point barre. Voilà. Le mouvement orbital, il est ce qu'il est. Là-dessus arrive un Pékin qui s'appelle un homme, un scientifique, un physicien, qui essaye de le comprendre. Ce physicien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des relevés de position, il fait des, des, des constats, juste ou faux d'ailleurs, hein, précis ou imprécis, et puis, ou insuffisamment précis, et puis il en tire une équation. Cette équation est un rapport. C'est l'expression abstraite d'un travail produit D'un par un travail. homme, mais c'est par le biais de ce concept, cette équation, appelons ça un concept, que le physicien appréhende la réalité. Oui, oui, La oui. réalité, il n'y a pas de concept dans la réalité, il n'y a pas d'équation dans la réalité. Il y a ce qu'on a, nous, dans notre langage, on appelle ça des forces, on appelle ça des rayonnements éventuellement, etc. Mais ça, ce sont des concepts humains. Ce sont des concepts, donc des objets humains. C'est de l'ordre de la production humaine. Et notre rencontre avec le réel est toujours médiatisée par cette incontournable essence praxique Mhm. de notre rapport à l'objet. Absolument, absolument. Voilà. Donc, l'objet, mais peut-être que dans 10 ans,
une révolution en physique va nous amener à complètement revoir ces concepts. Et alors, qu'est-ce qui va faire qu'on pourra s'autoriser à dire que nous sommes dans le vrai de la connaissance, que nous sommes dans le vrai de la connaissance scientifique? C'est l'expérience, c'est la vérification, c'est le travail de confrontation aux données, de provocation à l'égard du réel, parce qu'une expérience, c'est une provocation. L'expérience se fabrique conceptuellement. Mhm. C'est ça qui va nous amener à pouvoir le dire, et à le dire tant que toute vérité scientifique est provisoire. Ben oui. Et euh, là, j'ai l'impression qu'on me ramène la notion de substance, concept de substance, concept marqué par toute une histoire métaphysique quand même, hein, en disant, ah ben oui, mais attendez, alors, si c'est comme ça que ça se passe, c'est parce que c'est déjà comme ça avant dans l'objet. Pas dans l'objet, L'objet, il n'a dans pas, le il n'a pas rapport des d'équation. objets entre eux, Alors, quoi. il y a on peut et on doit supposer qu'il y a des relations internes à l'objet et des relations entre les objets, sinon il n'y aurait pas de science possible. Et notre sport consiste à essayer d'énoncer ces relations. Et on a créé tout un appareil immense de concepts, d'outils, de procédures, de process pour y arriver. Voilà. Tout ce qu'on peut dire, c'est ça. Mais ça, c'est mieux que le métaphysicien médiéval qui te parle du contact immédiat à l'objet et de l'illumination du contact immédiat avec l'objet dans le cadre des théories mystiques. C'est mieux pourquoi? Parce que ça permet une prise sur le réel. Parce que tu es en prise sur. Tu es dans une pratique. Là, prendre, pratiquer, prendre. Tu es dans une pratique. Alors que le, le, le mystique, lui, il a la pratique de son mysticisme. Mais ça n'est jamais que la pratique de son mysticisme. Libre à lui de se sentir illuminé par une révélation, ça c'est son droit le plus strict, et il n'est pas du pouvoir du scientifique de contester la moindre, je crois, la moindre, comment dire, sincérité de la part du mystique. D'ailleurs, le scientifique s'en fout. Le scientifique n'a aucun intérêt à se pencher sur les convictions profondes du mysticisme, sauf éventuellement pour montrer qu'on est dans un rapport à l'histoire du sujet, à sa biographie, que peut-être telle sainte qui a été inondée par la lumière divine n'avait pas fait l'amour depuis fort longtemps et qu'elle avait besoin de se recréer un contexte favorable sous cet angle. Voilà, ça c'est possible. Mais bon, mais sinon, c'est relativement simple. Pourquoi aller exhumer le concept de substance? Ici, pas de substance au sens hegelien, c'est encore autre chose. Un mouvement le mouvement de l'esprit. Non, non, c'est pas ça. Là, c'est la substance. Les objets, alors, toute forme d'objet, là, on parle de toute forme d'objet. Les objets seraient des. S'il y a une conscience possible, une connaissance possible de l'objet, c'est parce que les objets sont eux-mêmes dotés d'un mouvement d'autoproduction, bah, là, moi, je comprends. Pour moi, ça, je ne comprends pas. Et alors, après, ce qu'on nous explique comment dire, les évolutions de nos philosophes soviétiques, quand même, tous, si j'ai bien compris dans l'article, Oui, ont un peu une tendance à la fin de leur carrière à faire un retour au mysticisme, eh ben, ça peut aussi s'expliquer comme ça. Hein. oui, Comment? oui, aussi tu peux l'expliquer peut-être par le parcours d'un philosophe et c'est ce qu'il dit plus ou moins, qui s'est fait happer finalement par bon, un poste, disons, d'un certain Glorieux. prestige, etc., de directeur de la revue Le Communiste, etc. Bon, là aussi, ça pourrait faire l'objet d'une étude. Pourquoi tu passes de la philo à un poste clé au niveau social? Bon, est-ce que ça ne rend pas compte aussi de certaines choses, quoi?
On pourrait le... Ah ben, je connais un personnage célèbre et cher à notre cœur qui au moins a fait ce choix, Et donc, Gramsci. ah, ah oui, ah Gramsci a oui. arrêté ses études de philo pour se Mhm, consacrer à la politique. Alors sans doute avec des intentions bien meilleures que celles de Nomenko, mais encore que je ne mhm. connais pas Nomenko. Oui, oui, non, non, mais Peut-être là, qu'il on ne connaît croyait pas. Bon, effectivement, donc utile. c'est facile à dire. Bon, Et là, est-ce que Nomenko a réellement abandonné, arrêté la philosophie parce qu'il avait gagné non, je crois son pas. Non, 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 non. pompon Non, à il la a, retraite si tu foraine? veux, Je ne sais pas, après, hein. si tu lis un peu après, ce que lui reproche, enfin, ce que pointe Medansky, hein, c'est qu'en fait, il passe après il se pivote à 180 degrés, quoi. Et il vient dire, voilà, tout ça, c'est des balivernes, et puis il reprend, si tu veux, l'idée, il le dit là 2 fois, je crois, juste un corps, quoi. La théorie, bon voilà, donc finalement, il se recale, si tu veux, sur la position du matérialisme contemplatif, hein, et qui fait du corps le sujet, quoi, hein. Ouais, Là, tu es dans une autre optique, bon, qui est hegelienne ou hegeliano-marxiste, qui fait justement du mouvement le sujet. Le mouvement, le processus, le travail, l'activité et le sujet, et la pensée, le langage, finalement, est satellisé, si tu veux, à l'extérieur. Bien qu'elle se croie c'est bien qu'elle se croit centrale et dans une approche ptolémaïque, hein, elle est néanmoins, elle n'est pas le sujet en tant que sujet, c'est l'activité, c'est le travail. C'est-à-dire que le reste est finalement, alors on peut tout à fait, comme Ptolémée, vivre avec l'idée que la Terre est le centre du monde, et tu peux, pour pas mal de choses, ça fonctionner, quoi, hein, dans la société. Mais néanmoins, tu es dans une abstraction pratiquement fausse, quoi. Donc ça peut avoir quand même des effets de bord euh, qui sont qui peuvent être qui peuvent entraver, si tu veux, quelque chose, parce que effectivement, au bout d'un certain moment, bon, le modèle ptoléméen, bah, il suffit plus, quoi. Bon, faut passer à autre chose, quoi. Donc, voilà, d'où Kepler, Copernic, etc. Euh, de même, de même dans le matérialisme tel qu'il était avant Hegel et Marx, bon, voilà, tu avais une approche matérialiste contemplative, et que Hegel et Marx ont renouvelé par rapport à un matérialisme qui est, lui, pratique, qui fait du mouvement, du travail, de l'activité, le véritable sujet. Et d'ailleurs, Bakhurst, là, dont on a mis un truc en exergue, enfin en quatrième de couve, il te dit que voilà, c'est pourquoi voilà, c'est la quête du vrai matérialisme. C'est-à-dire que ce matérialisme-là est un matérialisme qui ne se comment ne tombe pas dans l'ornière, si tu veux, du matérialisme contemplatif, qui prend ben voilà, une des propriétés. Quand il dit, par exemple, une erreur ne peut survenir que si l'on fait passer quelques-unes de ces projections abstraites pour l'essence de la matière. Voilà, c'est-à-dire que les abstractions, finalement, qui t'ont servi à rendre compte, effectivement, d'une relation réelle entre les objets,
finalement, au bout d'un moment, elle s'autonomise et elle se sépare finalement totalement de la pratique dont elles proviennent, quoi. Je vais Et, devoir prendre 5 minutes parce que ma fille est arrivée, il faut que j'aille lui expliquer un truc. Ça va? ah, bah très bien, très bien. Bon, bah, Je prends 5 minutes. on t'attend. On va mettre en suspendre l'enregistrement. Voilà, voilà, c'est bon. Tu peux y aller. Oui, je m'interrogeais sur la résurgence du concept de substance, mais bon, après, il y a une autre façon de l'interpréter, hein. On peut penser que ce qui est évoqué ici, c'est le mouvement même de l'objet. C'est-à-dire que l'objet euh, en, en, en mouvement, parce que tout est en mouvement, y compris les choses qui semblent les plus stables, sont en mouvement. L'objet opère ce mouvement selon des relations que, que l'abstraction permet d'appréhender Dans le cadre de la pratique, hein, dans le cadre parce de la que pratique. là, il est L'abstraction toujours dans le en cadre de la tant que pratique. pratique. C'est En pas tant que... des objets interstellaires qui se Ah baladent non, et non, qui non. interagissent entre eux, quoi. Mais D'autant plus que là aussi, bon, même ces objets-là, même ces oui, objets-là, bah, ces objets-là, ils sont aussi dans un rapport pratique aussi, puisque c'est quand même bien sûr, bien sûr. l'astronome qui va les regarder, etc. Donc, mais en parlant d'une production plus terre à terre, on va dire, Mhm. c'est le cas de le dire. Ça peut vouloir dire ça. Mais alors à ce moment-là, enfin, je dis ça parce que juste avant de partir, là, j'ai relu la citation de Nomenko lui-même. Euh, il écrit par substance, on devrait comprendre une sous-strate capable de se mouvoir, de se donner une forme convenable au cours du processus de développement. La forme apparaît dans ce cas comme une structure de contenu en tant que mode d'existence historiquement déterminé et fini de la substance dans les conditions données. Ouais, Euh, c'est toujours la substance, mais elle change, voilà, elle change en interne, quoi. Elle s'auto-transforme. C'est-à-dire, c'est une façon de dire que l'objet évolue de la praxis. Que De- si il y a une praxis, un travail, une production de connaissances, c'est valable, c'est dans la saisie du mouvement même de l'objet euh, via des vraies abstractions qu'il dit vraies, parce que précisément, ce sont ces abstractions qui permettent de mais saisir. c'est le mouvement de l'objet par rapport à un autre objet, c'est-à-dire c'est le mouvement Oui, de l'objet par rapport à l'outil. oui, oui. C'est-à-dire qu'il faut que ton outil soit en adéquation avec l'objet que tu veux changer, transformer. Donc c'est plutôt, à mon sens, cette relation-là qui est, qui est, elle, la relation pratiquement vraie. Et voilà, donc ça se situe toujours dans le cadre d'une... pour le moment, ils n'ont rien dit de l'expat. D'ailleurs, il le dit un peu plus loin, Medansky, hein. Il dit, voilà, Namenko n'abordait pas non plus le problème plus général de savoir si la substance n'est que le processus social de l'activité, donc l'activité humaine, ou si le principe d'activité a un sens universel. C'est-à-dire ça, elle ne l'aborde pas. Autrement dit, une action, un processus d'activité n'est-il substantiel, donc qui relève de la substance substantielle, qu'au sein de la société humaine, ou est-il ou l'est-il partout dans la nature? Page 94.
Donc là, pour le moment, il est dans la relation pratique, quoi. C'est-à-dire que tout se passe finalement dans la cornue humaine, quoi, hein. Non, dans la cornue de la pratique, quoi. La pratique, voilà. Là, il va pas au-delà d'un truc de ça, quoi. D'ailleurs, est-ce que ça serait légitime d'y aller, quoi, puisque il n'y aurait pas de. Moi, je ne comprends pas ça comme ça, hein. Je comprends pas ça presque de manière diamétralement opposée. Moi, je comprends que, alors, Nomenko insistait que les abstractions pratiquement vraies, entre guillemets, C'est où ça? n'expriment pas seulement la relation de la pensée à son objet, mais tout d'abord la relation de l'objet donné à lui-même, Oui, c'est-à-dire ben, l'interrelation entre ses différents côtés, couches, éléments, c'est-à-dire l'objet dans le mouvement, en mouvement. D'accord? l'interrelation, ça veut Donc, dire que une, une abstraction pratiquement vraie ne peut être dite, enfin, ne devient pratiquement vraie que dans la mesure où elle exprime la relation de l'objet donné à lui-même oui, ou à à d'autres. lui-même. Mais alors, c'est peut-être mal choisi, là, parce que après, il te dit, est-ce que c'est pas un truc de traduction aussi? Parce que après, il te dit, c'est-à-dire l'interrelation. L'interrelation, en principe, c'est une interrelation, c'est entre, une relation entre. Alors, est-ce que dans un même objet, il peut y avoir des parties qui sont en relation l'une avec l'autre, pourquoi pas? Mais ça laisse penser que c'est aussi la relation de cet objet à un autre, quoi. Dans le cadre de la production, c'est-à-dire que dans le cadre de l'action d'un outil sur un objet pour le transformer, quoi. Oui, mais là, attention, hein, le mot d'objet, il faut pas lui donner le sens d'objet matériel, je crois. L'objet, c'est l'objet, c'est-à-dire, ça peut être une famille d'objets, l'objet. L'objet, Oui, peut-être. c'est ce qui est circonscrit comme objet. Tu Oui, vois, oui. un groupe humain, par exemple, peut être considéré comme un objet. Un Ah objet. voilà, oui, si tu le prends comme ça, par exemple, si tu prends l'ensemble marteau-clou comme comme un objet en soi, tu pourras considérer que bah, cet ensemble, il a un ensemble il a différents côtés, couches, éléments, et que la relation, voilà, elle est entre ces différentes, la relation de l'objet, c'est-à-dire qui comprend à la fois le clou et le marteau, bah, c'est un objet donné, la relation de l'objet donné à lui-même, quoi. Mais ouais, ça c'est possiblement Et à compréhensible. ce moment-là, tu peux dire, cette abstraction est vraie dans la mesure où elle rend compte de, des relations entre les composantes de l'objet, Ouais. dans Mais leur, alors dans à leur ce moment-là, totalité, à ce moment-là, c'est dans si leur tu veux. totalité, dans leur mouvement. Mhm. Oui, mais alors là, je crois que là, finalement, la pensée, si tu veux, elle arrive en dernier lieu pour recueillir finalement tout ça, quoi. Elle recueille cet ensemble de relations pratiquement vraies qu'elle intègre, si Elle, elle fait bien, oui, qu'elle intègre avec, avec les mots, elle en fait, si tu veux, un truc parallèle finalement, mais qui n'est pas du tout du même ordre que le mouvement, enfin, le mouvement de la production, mais elle l'intègre, elle vient recueillir tout ça. Parce que si elle le recueille pas, si elle le recueille mal, eh ben, le prochain coup, elle n'arrivera pas à planter le clou, quoi. C'est-à-dire, si elle recueille mal le truc, ben, au lieu de taper sur le clou, le type, il va se taper sur les doigts, quoi. Donc, tu es forcé, si tu veux, il le dit après, là, au contraire, ce sont nos optiques subjectives qui sont entièrement, c'est-à-dire ce que tu as en toi, et ce qui s'est déposé en toi, finalement, est entièrement déterminé par la substance, par le véritable sujet d'étude. C'est-à-dire, c'est l'activité qui est finalement un rapport d'interrelation entre des objets ou entre un objet
enfin, des intra-relations donc entre différentes parties d'un objet. Donc qui sont finalement ce dont on croit avoir une certaine autonomie, c'est-à-dire l'optique subjective, n'est finalement que voilà, le recueil finalement de toute cette substance qui, euh, qui est la pratique. D'où le, D'où le fait qu'effectivement, à chaque fois, l'erreur ne peut survenir que si l'on fait passer quelques-unes de ces projections abstraites pour l'essence de la matière. Alors ça me semble être une critique du... En fait pour le dire de manière un peu moins alambiquée, il n'y a de vérité de la connaissance de l'objet que dans la compréhension de son mouvement. Oui, 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 de son mouvement pratique, quoi. Et toute forme de compréhension partielle et donc partielle de ce mouvement, de cet objet, reposant sur l'usage d'abstractions figées, descriptives, purement descriptives, est erronée. Voilà, et autonomisé par rapport à la pratique. C'est-à-dire qu'ils ont coupé toute. C'est la critique du structuralisme. Oui, oui, oui. Et puis Alors, de Marx aussi. je voudrais quand même, oui, oui, oui. Cette critique du structuralisme, on la connaît, mais il faut quand même bien voir que, d'abord, la notion de structure ne se résume pas à ce que le structuralisme en a fait, c'est-à-dire une dictature de la structure, en quelque sorte, une hypostase de la structure, mais en tant qu'outil mathématique, elle est nécessaire au travail scientifique. Elle est nécessaire. L'abstraction euh, l'abstraction partielle est nécessaire au travail scientifique. Sinon, il n'y a Ah pas de oui, oui, travail oui. scientifique. Oui, oui, bien Et le sûr. travail scientifique consiste aussi à dépasser ce stade de la Voilà. prédiction de l'objet. Mais il passe par là aussi. Oui, 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 il faut, effectivement, c'est ce qu'il met en évidence voilà, le scientifique. Alors là, on est loin quand même de la psychologie du sujet, hein. On est vraiment dans la théorie de la connaissance. Je suis pas... Bah, pour le coup, le sujet, il est comment, il y a il y a une satellisation hein, du sujet. Hein. Le véritable sujet, d'après tous ces philosophes-là, c'est le mouvement, c'est l'activité, c'est la pratique. Et finalement, le sujet, donc au sens habituel, hein, vient finalement est quelque chose qui vient rendre compte et dépositaire finalement de ces abstractions pratiquement vraies. Mais parfois, il s'en autonomise tellement que finalement, c'est-à-dire dans un travail purement pratique, voilà, tu es obligé de respecter la légalité de l'objet quoi, dans le travail physique. Sinon, tu n'arrives pas. Quoi. Donc, forcément, tu es plus près de ces abstractions
pratiquement vrai, quoi. À partir du moment où où tu t'éloignes de la pratique, tu t'éloignes de la praxis par la science, par autre chose, tu peux effectivement totalement oublier la pratique et comment et avoir une appréhension totalement fausse des choses, quoi, puisque là, voilà, tu prends le langage, par exemple, voilà, comme le démiurge finalement de la réalité, quoi. Tu prends le langage comme le démiurge de la réalité, ou tu prends l'argent comme le démiurge de la production. Finalement, qu'est-ce qu'on te dit, voilà, voilà, qu'est-ce qui crée la valeur? Est-ce que c'est le capital ou est-ce que c'est le travail, quoi? Mais aujourd'hui, de toute manière, Marx répond que c'est toujours le travail qui crée la valeur, quoi. Mais néanmoins, dans une société capitaliste, ça va être bien souvent enfin, l'opinion courante, voilà, si tu investis, tu vas créer de la valeur. Donc, l'idée est, est quand même là pas mal tordue. Alors, on en discutait aussi avec Robert tout à l'heure. Toutes ces abstractions, enfin ces discours, enfin ces théories-là qui peuvent sembler assez voilà, élaborées, finalement, quand même redonnent de la dignité au travail, quoi. Et donc aux travailleurs, et donc voilà, il va quand même à l'encontre d'une négation du travail et du travailleur, quoi. Puisque si à partir du moment où tu dis que le langage, finalement, est le démiurge, ou que l'argent est le démiurge de la réalité sociale, c'est une forme de déni, finalement, de la production, quoi, et donc de l'extorsion de la production à celui qui l'a produit, quoi. Il y a quand même bon, c'est plutôt une philosophie qui va dans le sens de rendre sa dignité au travail, quoi. Et ça, comment, et sa centralité et l'aspect effectivement séminal, comme diraient certains, du travail, quoi. Non, non, on est d'accord. Bon, il y a ce débat sur la notion de travail qui est à purger un jour ou l'autre, mais sinon, oui. Parce que moi, je parle en termes d'activité, le travail étant une activité, mais toute activité ne se résumant pas au travail, au moins au travail au sens que l'on donne dans notre société. Mhm. Euh, le- et c'est évidemment la place du travail dans notre vie est immense, y compris quand on n'en a pas, d'ailleurs. Donc, il ne s'agit pas pour moi de nier la question du travail, mais de la restituer dans le concept plus général de l'activité humaine, avec des volets extrêmement importants qui permettent de comprendre certains moments de la production de la subjectivité et donc de la vie collective aussi. Le jeu, par exemple. Le jeu, nous, on n'appelle pas le jeu un travail. Euh,
Et puis, et pourtant, c'est une activité. Et c'est une activité qui prépare le sujet à devenir producteur. Il y a donc un amont du travail, hein. Et je pourrais multiplier les exemples comme ça. C'est pour ça que je pense qu'il faut avoir circonscrire de manière plus globale la notion d'activité, euh, quitte évidemment à replacer les différents éléments du puzzle, chacun à leur place, dans la suite d'une réflexion sur le sujet. Euh, et puis, Ouais, mais alors là, quand même, je te. Parce qu'en fait, il en parle de ça un petit peu, hein, je veux dire. Il met Melansky en garde, hein, contre une forme de relativisme, par exemple, il dit, qui rejette l'existence même d'une telle essence, la substance, essence sous-tendant toute affirmation subjective sur l'objet. Donc, il dit une erreur ne peut survenir que si l'on a deux possibilités, si l'on fait passer quelques-unes de ces projections abstraites pour l'essence de la matière, première, première cause d'erreur, et il a l'air de dire, je ne sais pas, c'est à discuter, hein, ou si quelqu'un, relativiste par exemple, rejette l'existence même d'une telle essence, substance, qui sous-tendant, donc qui sous-tend toute affirmation subjective sur l'objet. Il met, si tu veux, à discuter, hein, mais lui-même fait cette remarque-là, quoi. Donc il remarque, si tu veux, qu'il faut faire attention aussi au relativisme, quoi, hein, parce que non, mais moi l'emploi du mot de substance n'a pas du tout, ou plutôt le rejet plus que le rejet, c'est pas un rejet, autre chose que rejet, le, le côté, comment dire, dubitatif, suspicieux que, de ce que je peux penser de la substance, la notion de substance, c'est essentiellement euh, lié à la connotation métaphysique du mot et à l'histoire du mot. Substance, ce qui existe par soi. Euh, bon, euh, on- si on dit par convention savante, si on veut hériter d'un travail en amont, mais si on dit la substance, c'est ce qu'est l'objet à un moment donné de son mouvement propre, oui. ouais, mais alors là, si tu fais ça, mais si tu fais ça, est-ce que tu poses pas l'existence sous-jacente d'un observateur externe, quoi. C'est-à-dire que tu t'extrais Non, finalement non, 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 pour en non, rendre compte. non, 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 je ne m'extrais pas. Je dis simplement, moi, je pose une définition. Je m'abstrais pas du tout. Je dis, est-ce qu'on peut conventionnellement se mettre d'accord sur le fait que le mot substance signifie ce que je viens de dire? Si c'est ça, je suis d'accord. Mais il n'en reste pas moins que l'emploi du mot substance, c'est une pente glissante, c'est tellement surchargé. Pour ça que tout à l'heure, je disais, je me demande ce qu'il vient refaire là. Moi, je parlerais de concret, moi. Le concret, c'est ce qui advient. Voilà. L'objet est en mouvement, il advient. Il advient, c'est-à-dire qu'il est dans un processus continu d'existence. Voilà. Et même le mot de matière, j'y ferai attention. Même le mot de matière, je fais attention. Parce que Oui, parce là, que je vois encore derrière le mot de matière, il y a l'inverse des défauts du mot de substance, c'est-à-dire le matérialisme mécaniste. L'idée que quelque part, on doit le toucher, quoi. hmm. Ce qui advient, on ne le touche pas forcément. Ce qui advient, advient. Voilà. Waterloo est une bataille perdue.
c'est par Napoléon, gagné par Wellington, c'est advenu. Bon, là-dedans, il y a beaucoup de matière, des boulets de canon, de la chair sanglante, des chevaux qui hurlent, etc. Bon, de la poudre. Et puis, il y a de l'intelligence humaine qui est venue à advenir des deux côtés pour donner le résultat qui s'appelle la bataille de Waterloo. Et la compréhension de la bataille de Waterloo, ben, c'est la saisie de cet événement dans, dans toute la richesse de son mouvement, euh, que j'appellerais pas moi une auto-formation, mais un déploiement. Ouais, mais je crois que là, en fait, le titre là, du bouquin de Nomenko, bon, il laisse un peu présager du reste, quoi. C'est le monisme, donc comme principe de la logique dialectique. Donc, voilà, donc il ment pas sur son objet, quoi. Il va essayer de démontrer ça. Et moi, je le mets en parallèle avec ce que je dis toujours là, de la citation enfin, de Kouskar. Hein. Donc, c'est très proche enfin, à la fois de Spinoza, mais aussi de Hegel, quoi, hein. Dire le réel selon sa logique, sans résidu transcendantal. Est-ce que alors c'est là pour le coup de l'anté-prédicatif, quoi, finalement, mais pas au sens heideggerien, quoi, hein, bah, au sens logique, quoi. C'est-à-dire que euh, voilà, c'est pas retrouver l'essence des choses avant ce putain de langage et cette technique, mais c'est donc tenter de dire la logique du réel, mais sans habillage. Il en parle pas. Alors, je crois, attends, où est-ce que c'est qu'il dit ça? Sans habillage. Sans habillage verbal. Voilà, là, il cite, alors c'est qui c'est deux, c'est Ilenkov qui parle, et il cite, si tu veux, enfin, sans le nommer, quoi, mais il fait référence à Hegel, tu vois, page 98, il dit, la science de la logique, donc là, c'est Hegel, hein, doit explorer, ouvrez les guillemets, donc c'est Ilenkov qui parle, doit explorer la forme de la pensée en tant que telle, dans toute son indépendance des habillages verbaux, terminologiques ou syntaxiques. La forme de la pensée, bah, c'est l'activité, quoi. Donc si tu dis que la science de la logique, c'est ça, eh ben, elle doit se poser dans une posture antéprédicative, c'est-à-dire dans toute son indépendance des habillages verbaux, terminologiques ou syntaxiques qu'on pu euh, sédimenter après, quoi. Donc on est toujours un peu dans le même schéma, quoi, hein. Que ça soit Hegel, Kluskar ou Naumenko ou Spinoza. Voilà, dans une démarche voilà, antéprédicative, mais dans le sens logique et pas dans le sens de vouloir remonter avant, enfin avec un côté politique, quoi, et réactionnaire. Moi, je crois que Mais qu'est-ce qu'il y a d'anté-prédicatif là-dedans? antéprédicatif, bah, c'est avant, avant le comment de récupérer ça finalement, cette, ces abstractions pratiquement vraies dans avant, avant de récupérer ça, si tu veux, et de le déposer dans la pensée. Elles sont
elles sont, d'après ce qu'il dit là, ce sont des relations qui existent, une relation réelle entre les choses elles-mêmes, entre elles, hein, entre les choses elles-mêmes, dans le processus pratique. Donc là, la pensée, elle arrive après pour recueillir tout ça, quoi. Elle n'est pas, elle n'a pas une posture en surplomb, quoi. Tu vois? Elle vient simplement recueillir toutes ces choses qui sont finalement la nécessité de respecter la légalité, que les objets respectent leur légalité mutuelle dans le cadre d'une pratique de transformation du monde. S'ils ne la respectent pas, eh ben, au revoir vache, cochon, etc., quoi. Si, de fait, il faut que ça le respecte, quoi. C'est ce que disait un peu Kluskar quand il dit, par exemple, le il faut et comment et le il faut est premier, quoi. En fait, dans le processus pratique, tu es obligé que ça se passe bien, quoi. Parce que sinon, si ça se passe mal, bah, il n'y a pas y a plus rien, quoi. Donc, il y a une forme de. Et donc, la pensée, finalement, elle vient pour recueillir tout ça, quoi. À mon avis, ce qu'il semble dire, hein, parce que quand il dit, au contraire, ce sont nos optiques subjectives qui sont entièrement déterminées par la substance, par le véritable sujet d'étude, c'est-à-dire la pratique, quoi. Donc tout ce qu'on pense être des choses indépendantes subjectivement, finalement ne le sont pas. D'ailleurs, c'est très spinozien, ça, je crois. Ne le sont pas, mais sont dépendantes de la substance, c'est-à-dire de la pratique, quoi. C'est-à-dire du travail, de la pratique, quoi. J'ai du mal. Il faudrait se replonger dans Kouskar peut-être pour pouvoir. Oui, également, je pense à l'évidence, Moi, il y a des parallèles, hein. je répète ce que j'ai toujours dit et je suis désolé de le répéter parce que ça veut dire que je n'ai pas beaucoup évolué sur le sujet. Mais, mais, pour moi, dans cette notion de réel et de rationnel, euh, je la vois comme ça, moi, cette notion de relation entre le réel et le rationnel. Moi, je ne dis pas que tout le réel est rationnel et que tout le rationnel est réel. Non. Ça, c'est un pari pascalien plus qu'autre chose. Moi, je m'exprime comme ça, je dis ce que l'homme, les êtres humains, à tous les niveaux d'ailleurs, sont amenés à faire pour vivre, c'est de comprendre, c'est-à-dire d'introduire les éléments de rationalité à partir de l'expérience qu'ils ont du concret. Absolument. Mm. Euh, et ça marche pas, étant entendu que cette notion de ça marche pas est très complexe, parce que les critères d'évaluation de ce qui marche et de ce qui marche pas sont infiniment différents quand on se situe à l'échelon du militant hitlérien à celle du physicien, ça n'a rien à voir. Mais pour autant, euh,
Ah, mais le verdict est implacable, hein. Si ça marche pas plusieurs fois de suite, bah, il n'y a plus rien, quoi. Oui, mais On a oui, droit à l'erreur, mais non, pas. il y a une multiplicité de critères qui font que ça marche ou ça marche pas. C'est pas, Mhm. il y a pas les critères du vrai, il y a des vérités multiples. Et ce qui, à mon avis, est fondamental dans la démarche scientifique, c'est le retour à l'expérience. C'est le retour à l'expérience, aussi bien dans les sciences humaines que dans les sciences naturelles, même si ce retour à l'expérience peut s'opérer, là encore, de manière extrêmement diverse. Mais là, il y a une sanction. C'est-à-dire que c'est plus ça marche ou ça marche pas, mais ça, euh, il y a un écho. On a établi un contact avec quelque chose qui est de l'ordre d'une loi, d'une régularité, d'un retour d'information. Bon, c'est toujours mieux que rien. Toujours mieux que rien. Comparé à l'immensité de ce qu'il y aurait à connaître pour que l'homme soit Dieu, c'est pas grand-chose. Mais pris en compte comme élément d'orientation d'une vie, c'est déterminant. Ou de la vie collective, c'est encore plus déterminant. C'est pour ça que j'aurais plus tendance à suivre les conclusions de la science que celles des bonimenteurs. C'est tout. Y a-t-il de l'irrationnel? Moi, j'ai eu un jour à traiter de cette question. Ça devait être, ça devait être en... Je me demande si ce n'était pas un sujet du CAPES. Y a-t-il de l'irrationnel? Moi, j'ai répondu, j'en sais rien. Parce que pour pouvoir euh, porter un jugement de ce type, il y a de l'irrationnel, ou au contraire, il n'y a pas d'irrationnel. Tout le réel est rationnel. Mais il faut être Dieu. Et je ne suis pas Dieu. Par contre, je sais que la phylogénèse m'a placé à un moment de son développement où je dispose de ressources qui ne sont pas celles de l'animal, d'un animal quelconque, qui sont même pas celles d'un autre homme, mais qui sont les miennes. Et que de ressources pour établir un contact avec le monde, avoir une relation au concret. Et parmi ces ressources, il y a le rationnel, il y a la raison, euh, il y a des méthodes, il y a une... Bon. Et libre à moi de ne pas m'en servir, mais il est certain que c'est en m'en servant que j'obtiens des résultats, un peu tangibles, partageables, diffusables, euh, sans doute pas universelles. On a cru que la gravitation les lois de la gravitation de Newton étaient la panacée du savoir de la physique de son temps, et c'était la panacée du savoir physique de son temps. Mais pour autant, depuis, on a perfectionné les modèles, on a introduit des véritables relations dans les concepts, révolution dans les concepts, et on n'est plus newtonien aujourd'hui. En tout cas, pour une bonne partie, une immense partie de l'univers qui nous entoure. Même si les lois de Newton ne sont quand même pas à foutre complètement au panier et que elles ont été à un moment donné une contribution décisive à cette relation rationnelle au monde qui permettent de prononcer des choses qui... Alors, est-ce que ça porte sur une substance? Alors, si on entend par substance la connaissance du mouvement des objets, la connaissance profonde, enfin profonde, c'est-à-dire argumentée, rationnelle, construite
dans le cadre d'un travail, d'une praxis spécifique et jusqu'à présent non invalidée par d'autres travaux, une autre praxis, d'autres praxis, alors oui, oui, là je suis d'accord. On a une connaissance substantielle d'un objet. D'ailleurs, dans le langage courant, quand on dit quelque chose, qu'on dit qu'un texte a un contenu substantiel, ça veut dire qu'on pense qu'il atteint au vrai de ce qu'il dit. En tout cas, qu'il y a des arguments, hein, la substance, il y a de la substance, il y a des arguments. Derrière ce mot de substance, il y a un processus cognitif qui renvoie à un processus objectif. L'objet est en mouvement, quel que soit l'objet. Même le minéral, il vient de quelque part et il retournera quelque part. Voilà. Je pense que c'est comme ça que je vois les choses. Ça ne met en rien en péril ce qui est dit là. Mais je dis simplement, attention, substance, c'est compliqué. Ouais, ouais. Bah, ouais, ouais. Bah, à propos de la rationalité, donc je pense à Kluskar là, qui dit quelque part que le réel, la réalité, n'a pas recours à une rationalité qui serait étrangère à la pratique et autonome, quoi. Il n'y a pas de, il y a pas, la rationalité, c'est une rationalité qui est liée à la pratique, quoi. Absolument. Bien sûr. C'est ça, hein. Donc, Et dès qu'il y a une rationalité ou une prétendue rationalité s'exonère de la pratique, elle entre dans un champ compliqué, dangereux. bah, c'est peut-être ça l'irrationnel, quoi. Elle devient elle est plus Ou rationnelle. hyper rationnel qui confine à l'irrationnel. Ouais. Mmh. C'est une espèce d'abstraction rationnelle qui a, qui a toutes les apparences de l'alcool, mais qui en fait est de Mmh. l'alcool frelaté. Hein, de l'alcool du savoir, mais qui est de l'alcool frelaté. Mmh. Ouais, Mais ouais. ça, c'est ce mouvement de balancier entre une connaissance installée et développée dans une pratique et la, comment dire, la fossilisation de cette connaissance dans un credo, il est valable partout, partout dans le monde, à tout moment, y compris en Union soviétique, partout, partout. Hein. Donc, euh, c'est plus dans une éthique de la pensée qu'autre chose qu'on peut s'installer pour penser ces trucs-là. C'est pas dans c'est Il y pas a- un reproche qu'on peut faire à l'un ou à l'autre de céder à un moment ou à un autre à ce type de tendance, parce que c'est même nécessaire à notre existence. Il faut bien, on ne peut pas être tout le temps dans la recherche. Donc il faut bien qu'à un certain moment, Tu te on stabilises considère sur des. que, la pratique qu'on a développée pour construire ce que l'on pense doit servir à quelque chose et doit durer dans le temps. Ah Voilà. ouais. Et pour Ouais. pour notre propre survie, d'ailleurs, hein. Tiens, Parce que hier, j'étais à une conférence sur. bah, tu peux faire des choses, à la limite, si tu fais des choses avec une abstraction pratiquement fausse, si tu vas je sais pas moi, si tu traverses la Méditerranée en te servant du système de Ptolémée, et puis que tu arrives de l'autre bord, bon, bah voilà, tu t'es servi d'une abstraction pratiquement fausse, mais enfin, tu es quand même arrivé à faire ce que tu voulais du point de vue. Du point... Donc, on peut considérer que. Bon, par contre, c'est vrai qu'il y a des trucs sur lesquels tu pourrais buter, quoi, hein. Ça,
c'est clair, hein. Donc, mais enfin, il y a aussi là-dessus, on peut revenir donc à la deuxième thèse de Marx sur Feuerbach qu'on avait vu avec Sanchez Vasquez, là, etc. Donc, toute discussion sur la réalité ou l'irréalité d'une pensée qui s'isole de la pratique est purement scolastique, quoi. Donc, si à partir du moment où tu t'écartes de la pratique, bah, tu pars dans les décors, quoi. C'est-à-dire que tu es là pour le coup dans les abstractions pratiquement fausses, quoi. Tu Puisque es, tu t'es totalement autonomisé par rapport à la tu es dans pratique, ce qu'on appelait dans tu les es années 60 isolé, tu as logique. isolé la pratique, et donc tu es forcément dans des abstractions pratiquement fausses, quoi. Scolastiques. Oui. Tu es dans l'idéologie. Hein? Tu es dans l'idéologie au sens premier, Voilà, voilà, ouais, dans ouais, les ouais, années ouais, ouais. 60, mais en sachant que tu as aussi besoin de l'idéologie pour exister. Ah bah oui, l'idéologie, effectivement, il y a même, voilà, l'idéologie, elle est, on n'est pas, Non. l'humanité n'avance pas de manière désidéologisée, loin de ça, mais pourtant elle avance, quoi. Donc, forcément, tu te, enfin, il est quand même, surtout si on voit que l'idéologie finalement entrave euh, le progrès social. Si tu vois qu'une idéologie, par exemple, dénie au travail sa valeur et donc au producteur, Hmm. bah, tu peux effectivement, c'est une idéologie, mais tu peux tenter de la combattre d'un Bien point de sûr, vue théorique, bien hein, sûr. et d'un point de vue, voilà, et que ça rejaillira sur la pratique quelque part, quoi. Alors bien sûr, pas de manière directe, mais on peut penser que si tu as des formes idéologiques qui justifient le statu quo capitaliste, le statu quo de la négation du producteur, ça ne t'aidera pas à à changer l'ordre des choses, quoi. Je pense que ces penseurs-là, bah, sont un peu dans ce sens-là, quoi, hein, comme Kluskar, comme Train-Ductau, comme Marx, Hegel, etc. Et Gramsci, il se pose des questions qui sont très proches de celles-là. Et il, il dit que finalement, ce qui fait la différence entre une idéologie, la différence, je dirais, de valeur entre une idéologie et une autre, pour Gramsci, on est tous dans l'idéologie. Il y en a besoin de l'idéologie, hein. Mmh. Mais ce qui fait la différence entre une idéologie et une autre, une idéologie, c'est une idéologie progressiste et une idéologie qui ne l'est pas, c'est le sens que l'on donne, euh, l'ambition qu'on porte, l'intention, euh, toutes les idéologies ne se valent pas. Et si elles ne se valent pas, c'est parce que toutes les volontés humaines ne se valent pas. Il y a des volontés humaines qui sont euh, progressistes, au sens où elles entretiennent le but d'un mieux vivre collectif. Euh, et puis il y a des idéologies qui sont des idéologies purement euh, réactionnaires, qui sont fondées sur le droit anthropologique à la domination. Et
Alors que ce soit déclaré ou pas n'a pas d'importance. C'est dans la structure même de l'idéologie qu'on identifie ces éléments. Ouais. Je suis d'accord avec toi là-dessus, hein. Mhm. Ouais, et aussi de négation de l'autre idéologie aussi. C'est de l'idéologie adverse, quoi. En fait, un réactionnaire, il est défini aussi par son anticommunisme. Un réactionnaire. Bah, tu regardes par exemple le mec là, vient de se faire élire en Argentine, Javier Milei, il est férocement anticommuniste, quoi. Donc, c'est bon, et nous-mêmes, nous sommes aussi férocement anti-réactionnaires, quoi. Parce qu'on voit là, dans la réaction, Moi, je crois que c'est plus de l'antiprogressisme que de l'anticommunisme. c'est la même Parce que, chose. d'abord, Progrès, non, bah, progrès, le non, il n'est pas forcément contre le progrès, Javier Milei, quoi. progressisme, c'est pas le progrès. Ce qu'on a le progrès Ouais, technique. progrès technique, oui. C'est pas le progressisme, c'est pas ça. Le progressisme, c'est le, le développement de l'amélioration des conditions de vie et l'émancipation. C'est ces deux choses, l'émancipation humaine au sens la plus générale qui soit. C'est la paix, le progressisme. Mm. Le progressisme, c'est l'accès de tous au bien commun, par exemple. Voilà. Ouais, tout à fait. Ces gens-là sont profondément antiprogressistes. Ils sont anticommunistes dans la mesure où les communistes ont incarné le combat pour ces valeurs. Mhm. Ouais. Alors, Mais ça ne les empêche pas d'être anti bien d'autres choses aussi, hein. oui, aussi. Je pense que, par exemple, de ce point de vue-là, un intégrisme religieux, quel qu'il soit, et un intégrisme politique mènent des combats qui sont tout à fait, des combats antiprogressistes qui sont tout à fait compatibles entre eux. Mhm. Ça veut dire qu'ils les mèneront ensemble. Ils vont peut-être même les mener l'un contre l'autre. Mais c'est toujours le même combat antiprogressiste. Ouais. Mais en dernière instance, si tu remontes à la source, tu retrouveras toujours le combat de classe, quoi, et l'extorsion de la plus-value et l'extorsion et l'exploitation, la domination de classe, quoi. Évidemment, dans dans tous ces combats, au bout du compte, tu peux Oui, ça oui. sera ça qui mène la danse, quoi, de toute manière. Si tu grattes un peu, tu te retrouves vite à la case départ, quoi. Et la case départ, c'est la lutte des classes, quoi. Donc, il y a pas de... Le, Qu'on se tourne comme on veuille, on arrive toujours là, quoi. cette notion de dernière instance, elle est compliquée, hein, parce que comment dire, où est-ce où est-ce qu'on la place, cette dernière instance, quoi. Moi, non, je la conteste pas, hein. Je suis pas en train de dire qu'elle n'a pas de sens, mais euh, on- dans son emploi, on y a mis beaucoup de choses, y compris parfois chez un certain dogmatisme marxiste a tendance à tout considérer en première instance comme l'effet de la lutte des classes. De fait, tout en renvoyant à la notion de dernière instance, hein. Moi, j'ai des copains j'ai eu des copains, parce que je pense notamment à un qui n'est plus de notre terre aujourd'hui, mais qui n'avait pas dit trois phrases sur quoi que ce soit, qu'il avait déjà son analyse de classe prête à fonctionner dans sa poche. Alors, à partir de là, les nuances du réel, les nuances du concret, elles avaient beaucoup de mal à passer. Et derrière, la catégorisation fonctionnait à fond.
Non, non, c'est assez piégeux cette notion de dernière instance. Mais Marx à bien lire Marx, et notamment l'introduction la préface de l'introduction à la critique de l'économie politique, euh, on a des indices très précis de ce que Marx entendait par la dernière instance. Je pense qu'il y a besoin encore aujourd'hui d'un travail sur le matérialisme historique et comment dire, l'appréhension du concret via du concret présent, hein, c'est-à-dire du présent historique, via les outils du matérialisme historique. Comment aujourd'hui se pose la question de la détermination en dernière instance? Elle ne se pose plus dans les mêmes termes que chez Marx, parce que les choses ont considérablement évolué. La conjoncture n'est plus la même. Déjà à l'époque de Marx, elle ne se posait pas de la même façon en France, en Allemagne, en Angleterre. Donc aujourd'hui, et c'est aussi ce que fait Gramsci. Gramsci, enfin, Gramsci, c'est la philosophie de la praxis gramscienne, c'est fondamentalement une philosophie de l'investissement permanent du matérialisme historique et pas du matérialisme dialectique au sens de tout le discours sur la matière, les catégories logiques, etc. Non, mais le matérialisme historique dans la compréhension du monde présent. Et les débats qu'on peut avoir entre communistes devraient porter de manière évidente sur ces questions-là. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais à mon avis, il n'est jamais trop tard pour commencer, hein. Voilà. Tu te rends compte, le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas le monde du 19e siècle. Tu as déjà une montée des périls, une montée objective qui structure le concret. On peut penser que ça structure le concret. La bombe atomique, le climat, les, 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 les inégalités mondiales, l'accès aux ressources, tout ça, les rapports hommes-femmes, tout ça, ça constitue un, un panorama, un fond concret d'existence qui est propre à notre période et qui demande à faire fonctionner nos concepts avec ça, quoi, à mon avis, hein. Nos concepts de matérialistes historiques. Le, rien que quand on dit, par exemple, que euh, les rapports entre finance et production au sein du système capitaliste ont été bouleversés en profondeur, on est déjà dans une proposition qui incite à réexaminer, non pas les fondements du matérialisme historique, mais le, 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 à réexaminer les conditions de l'investissement conceptuel du matérialisme historique dans la lecture de la réalité. Moi, il me semble. C'est bon, il y a du travail qui se fait là-dessus, c'est pas non plus. Mais je pense que politiquement, c'est vital, hein. Les questions comme celle de l'action politique, la question
de l'unité d'action, ou c'est des questions qui sont très, très liées à tout ça. Les solutions sont très liées à tout ça. Si on n'est pas capable de faire ce lien, on ne peut pas avancer. Et je pense qu'on passe à côté de, de l'héritage de Marx, hein. Ouais, bah, pour le moment, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on tâtonne, hein, parce que. Mais néanmoins, il y a des choses qui bougent. L'histoire s'accélère. Ça viendra peut-être pas du côté de chez nous, vraisemblablement pas, mais et qui sait, peut-être en dernier instant, justement, de notre côté aussi. Mais bon, il y a des, ça bouge quand même, hein. Voilà. Donc, est-ce Alors que, que ben, tu veux ajouter quelque chose? oui, non, non, mais tu me fais penser à une chose, c'est le, le bouleversement qui est en train de s'opérer dans l'influence des États-Unis sur le cours du monde. Oui, c'est ça, c'est qu'elle est quand même rejetée quand même aujourd'hui par un groupe de pays qui représentent une part significative de la population, c'est le moins qu'on puisse dire, et de la production, et voilà. Et que justement les États-Unis ne vivent depuis quelques décennies que par du parasitage, quoi. Finalement, la, la- la militarisation du dollar, comme disent certains, quoi. Donc, vous en fonctionnez la planche à billets et Ça en... a fonctionné, hein. Comment? Même ça a beaucoup de mal ça a de Ah plus bah en plus. maintenant, oui, mais enfin, ça a quand même fonctionné pendant des décennies, quand même, hein. Et Mais là, justement, les gens, à la faveur bah, d'un conflit dans lequel les États-Unis sont pas vainqueurs pour le moment, quoi, hein. Les uns et les autres se sentent un peu, ça donne du baume au cœur, quoi. Et donc, on voit à travers des rapprochements entre l'Arabie et l'Iran, voilà, les BRICS, plus 5 pays bientôt, la dédollarisation de l'économie, même si elle est encore timide, mais bon, tout ça va pas dans un sens qui était celui des dernières décennies, hein. Donc, on peut penser que c'est un processus qui ira quand même plutôt en s'accentuant qu'en rétrogradant, hein, étant donné que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens, si tu veux, aujourd'hui, à part quelques privilégiés irréalistes, irrationnels, qui voient dans le capitalisme financier l'apogée du bonheur humain, quoi, et de la mondialisation heureuse, comme disait l'autre, quoi. Donc, à mon avis, ça n'a pas de. Enfin, le capitalisme, là, est en état de. Voilà, quand même, est très choqué. Et ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas ne pas réagir de manière tout à fait violente, hein, mais il y a quand même des choses qui se passent. déjà de manière tout à fait violente. Hein? Il Il est réagit. déjà, oui, oui, tout à fait, oui. Déjà tout à fait violente, mais bon, là, tu disais la bombe atomique, etc. Oui, effectivement, ça rentre dans les rapports, les relations des pays entre eux sont dépendantes de cette bombe atomique, parce que il est probable que si elle n'existait pas, et que les gens des élites n'avaient pas le risque de la prendre aussi sur la gueule s'ils déconnent de trop, ils enverraient la piétaille, la valtaille à l'abattoir, quoi, hein, depuis longtemps, quoi. Bon, ce qu'ils ont fait à la première guerre, à la deuxième guerre, je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas, quoi, maintenant, quoi. Donc c'est bien. Bon, aussi, si tu veux, cette bombe horrible, néanmoins, ralentit quand même les ardeurs
voilà, à part à Nagasaki et à Hiroshima. Donc, c'est des... Ça ralentit les ardeurs, mais on n'est pas à l'abri d'un cinglé qui déclenche la Non, bombe oui, atomique, hein. oui, oui, oui. Avec la prolifération, tu te rends compte que tu as un tas de pays, euh, y compris les États-Unis, Bah oui, oui. capables de faire n'importe quoi. Mm, mm. Quand tu vois qu'un Trump est en mesure d'atteindre le pouvoir aux États-Unis, c'est fou. Oui. Sans Voilà, je que te signale quand ça même oblige, il y a un type là qui en est face, c'est actuellement. facile. Il y a quand même un type qui est totalement sénile, qui est encore peut-être plus inquiétant. Mais et puis de toute façon, c'est pas des. Enfin, lui est plus ou moins une marionnette, quoi. Je pense qu'il faut garder la mesure quand même. Attends, Biden, il est ce qu'il est. Mais l'autre, c'était un fou dangereux. Ouais, je sais pas. Et Et ils sont aussi fous l'un que l'autre, je pense. le mec qui vient te dire le plus sérieusement du monde qu'il faut traiter le Covid avec de l'eau de Javel. Ah Attends, oui. quand même, merde, président des États-Unis. Ouais. Le mec qui va voir Netanyahou et qui fait son ambassade à Jérusalem-Est avec, avec l'encouragement à annexer les territoires palestiniens. Mhm. Ou dangereux. Bah oui, ça fait... Au moins Biden, avec le pouvoir qui lui reste, qui est écorné quand même, il a essayé de tempérer un peu la folie meurtrière de Netanyahou et des calotins qui sont autour de lui. Mais je suis sûr que l'autre, il n'aurait pas réagi comme ça. c'est bon. Il aurait dit, allez, hop, vas-y, Bah, balance, en tout cas, le fait est que pas tout Trump, ça. pendant son mandat, il n'y a pas eu de guerre, de nouvelle guerre déclarée, alors qu'avec tous ses prédécesseurs, il y en a eu beaucoup. Ouais. Bon, je sais pas si, je suis pas un fan de Trump, hein. Mais voilà, donc je remarque ça au passage. Les Obama, les Clinton, les Bush aussi, donc on fait beaucoup pour. C'est les États Bon, gendarmes du monde. ouais. On essaye de continuer un petit peu ou? Ouais, ben, et d'ailleurs, moi, je Oui, vais pas tarder à décrocher, hein. ouais, bon, bah alors 16h30, oui, c'est ça, ouais. Donc on arrête là, quoi, hein. Et puis, alors, le prochain coup, donc, alors moi, alors, bah, alors, on va déjà éteindre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, arrêter l'enregistrement.